Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien Radio Diagonale pour un débrief. Débrief de la 34e journée de Ligue 1. Monaco se déplaçait à Angers avec l'obligation de mettre une fin à une série cauchemar des deux derniers matchs qu'on n'a pas débriefé de Damien, mais dont on se rappellera un long moment. Ce 7-0. L'esprit n'y était pas non plus. Ce 7-0 en cumulé sur deux rencontres, dont un cinglant 4-0 à domicile face à une équipe de Montpellier qui est quand même plutôt une équipe du ventre mou de ce championnat. Monaco s'est un peu rattrapé aujourd'hui, on va évidemment y revenir avec Damien. Monaco donc s'impose 2-1, des réalisations signées Golovin et Myron Boadou. Les Angevins ont réduit le score, les Angevins ont poussé, mais une fois n'est pas coutume, Monaco a réussi à tenir ce score jusqu'à la fin et fait donc la bonne opération du week-end, puisque la 4e place est de nouveau un peu confortée. Le podium, évidemment, c'est une histoire ancienne. Bon Damien, ce match, qu'est-ce que tu en as pensé et tes 3 points de cette rencontre? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Que c'était un match comme on a l'habitude d'en connaître, c'est-à-dire qu'on est sur un fil, ce qui est mon premier point. En fait, on est comme d'habitude toujours à se faire peur, à s'inquiéter, ou tout du moins, sans avoir vraiment peur, parce que les Angevins étaient plutôt timides. Voilà, mon point, c'est que si tu joues pas Angers sur ce match-là, tu t'en prends 2 ou 3 en fait, et pas un seul, parce que tu as peut-être des attaques plus tranchantes en face, et toi, tu te recroquevilles dans ton camp pendant 45 minutes. Enfin, quand tu vois la première mi-temps est bien maîtrisée, elle est plutôt maîtrisée, même s'il y a quand même des situations assez dangereuses pour Angers aussi. Tu domines, même si tu as peu de grosses occasions, tu t'en tires grâce à un golasso de Golovin qui a décidément cette année fait d'Angers sa petite victime là. On se rappelle aussi du match aller où il met un sacré but. Là, il nettoie encore la lucarne de Bernardoni. Tu t'en remets à ça finalement pour mener, alors que tu as eu des occasions avec quelques mouvements pas si inintéressants en première période. Et puis en deuxième, plus rien, le désert, le néant, la déconnexion totale des mecs. On se demande s'ils avaient vraiment envie de revenir des vestiaires. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors on fait quand même le break sur une transition, ok, mais il n'y a plus rien. Donc voilà, comme d'habitude, on se fait peur. Et voilà, je pense qu'avec une équipe plus forte qu'Angers, finalement, c'est pas un but que tu prends, mais sans doute plus aujourd'hui. Deuxième point, c'est que cette équipe pour moi ne dégage rien en fait. Je parlais des mecs qui n'avaient pas forcément envie de revenir, et je trouve que dans les leaders, alors Ben Yedder n'était pas là, on en reparlera, dans les leaders des Disasi, des Fofana, je les ai trouvés franchement pas là dans l'engagement, on va dire. Il y avait d'autres mecs qui étaient là dans l'engagement, elle n'était pas toujours placée à bon escient, je pense notamment à des Golovin ou Minamino qui ont fait pas mal de fautes. Mais des mecs comme Fofana, des mecs comme Disasi, dont on attend peut-être d'être un peu plus grognards, ils n'ont pas fait beaucoup plus que ce que fait un Ben Yedder d'habitude pour le coup, à savoir être plutôt discret, pas forcément à rameuter tout le monde. Donc j'étais assez, je trouve que ça manquait vraiment de caractère dans cette équipe. Et du coup, c'est un constat qu'on fait depuis de toute façon très longtemps. Et ça explique aussi notre situation aujourd'hui au classement, où dans la difficulté, on n'est pas vraiment capable de se reprendre, ou en tout cas de réagir quand on est malmené, parce qu'on a plutôt tendance à se laisser couler. C'est très rare les fois où on a réussi à réagir en général. Et puis le troisième point, forcément, c'est le cas Ben Yedder dont on va devoir parler. Donc
Il sera absent à Lille, ça c'était déjà acté. Oui. Ce sera pareil pour Maripane. Il était déjà absent donc là aujourd'hui. Alors pour d'autres raisons, visiblement c'était pas une raison si grave, mais voilà. Il a été sanctionné. La sanction apparemment de ce qu'on sait plutôt logique. En tout cas, par rapport au discours qui avait été tenu en début de semaine et sur la volonté d'enlever un peu certains passe-droits, ou en tout cas de plus trop accorder d'importance au statut et au nom. Donc, en ce sens-là, elle est compréhensible, elle est logique, d'autant qu'en plus, Ben Yedder, c'est quand même un joueur franchement, qui n'a pas marqué depuis 5 matchs, qui a vraiment perdu en efficacité aussi ces dernières semaines. Donc, voilà, mais ça fait un petit peu bizarre, mais mais la réflexion que je me faisais en voyant un petit peu cette équipe, cette ligne offensive avec un système un peu différent, donc Golovin, Minamino et Boadou, je me suis dit peut-être que finalement, voilà, aujourd'hui, il faut peut-être tourner la page. Finalement, Ben Yedder, c'est une réflexion, c'est pas un avis tranché, c'est pas un truc définitif de ma part, mais c'est vrai que c'est une réflexion qu'il faut peut-être aussi avoir à un moment donné. Même s'il ne faut pas non plus accuser Ben Yedder de tous les maux de cette équipe, hein, bien sûr. Mais voilà, je trouvais que cette équipe, en première période notamment, avait proposé d'autres choses en l'absence de Ben Yedder, justement, et que je me disais peut-être que c'était le signe qu'il fallait aussi aller dans une direction différente pour la saison prochaine. Voilà. Ouais. Bon, on a beaucoup joué avec Mbolo aussi, hein, mais... C'est vrai, mais voilà, c'était un peu différent du coup. Là, c'est vrai que son absence, quand même, coûte cher, même si au final, aujourd'hui, on gagne. Mais c'est vrai que Mbolo, là, on voit qu'il nous manque quand même depuis plusieurs rencontres. Moi, de mon côté, le premier point, ça sera un petit retour sur les 2 derniers week-ends, qui ont mis à mal définitivement nos ambitions d'un potentiel podium, de potentiellement rêver un peu sur cette fin de saison. Il y avait évidemment ce match à Lens qui nous aurait permis de revenir à 2 points, si je dis pas de bêtises, 3 points, je sais plus trop, parce que vu que les écarts ont pas mal évolué dernièrement, en tout cas ça nous relançait vraiment clairement au podium, et on a pris une danse pendant 90 minutes contre une équipe qui joue beaucoup mieux que nous au football, malgré ce que certains peuvent croire. Et puis la semaine dernière, là, c'était la cerise sur le gâteau, cette humiliation à domicile face à Montpellier. Donc forcément, cette semaine, on attendait une petite réaction. Et ça sera mon deuxième point, c'est que malgré tout, la réaction, elle a eu lieu dans une compo dont on va parler dans quelques instants, avec quand même pas mal de changements, que ça soit au niveau des joueurs, mais également au niveau de l'animation globale. Et la bonne opération, Lille a perdu, Rennes a perdu. Lyon joue tout à l'heure, ils sont un petit peu plus loin, mais Lyon joue tout à l'heure, donc quoi qu'il arrive, voilà, on s'est fait ce petit matelas de 5 points sur Lille qu'on affronte la semaine prochaine. Dans 2 semaines, ça sera à Lyon. Donc c'est certainement là que ça va se décider pour la 4e place. Ça semble quand même bien engagé, mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle désillusion. On vit que ça de toute façon depuis le mois d'août dernier, donc il faut pas encore crier victoire. Et le 3e point, ouais, c'est un peu comme toi. Je pense qu'on va commencer par ça, même c'est le cas Ben Yedder. Étonnant de sa part, parce que c'est quand même un joueur qui a pas mal rongé son frein sur les dernières saisons, que ce soit avec Kovac ou avec Clément. On le sait, c'est un joueur qui était beaucoup sorti, qui jouait pas souvent les matchs dans leur intégralité. Et globalement, il disait rien. Il était plutôt sobre dans ses réactions. Il y a eu forcément 1 ou 2 petites réactions un peu plus virulentes quand il sortait du terrain, mais c'était franchement quand même très rare pour un joueur de son statut, capitaine, plus gros salaire du club. Et là, visiblement, il a lui-même un petit peu lâché l'affaire, il a un petit peu craqué. Là, il ne se serait pas présenté, c'est ça, à une réunion tactique. Oui, apparemment il serait arrivé un peu en retard à une réunion. Il était à l'entraînement qui suivait derrière. Bon, mais en plus, il était qu'en retard, je sais pas trop. Après, bon, il est sanctionné. Moi, à la limite, ça me dérange pas trop. C'est même plutôt logique. Sportivement, c'est vrai que dernièrement, il était moins fort. Le cap des 100 buts, qui paraissait quand même jouable, là, ça semble quand même bien s'éloigner. Parce que si je dis pas de bêtises, il est à 96. On va dire qu'il va lui rester 3 matchs à jouer. C'est encore faisable. Moi, j'aimerais bien quand même qu'il les atteigne pour le symbole, même si... on pourra toujours dire qu'il n'y en a pas beaucoup de très importants, et c'est une réalité. Mais il n'aura pas le prochain match, en plus. Ouais, donc mais ça veut dire qu'il
Il en restera 3. que 3, Ouais. dont Lyon, Rennes, où on va peut-être, je sais pas si on aura beaucoup de buts inscrits là-dedans. Voilà. Oui, mais tu sais pas avec lui. Enfin bon, on est d'accord que quoi qu'il arrive, alors que ça semblait bien engagé, ça s'est éloigné. Donc voilà, Ben Yedder, il lui reste un an de contrat, c'est ce que tu disais. Est-ce qu'il faudra s'en séparer? Est-ce qu'il faudra tourner la page? Je sais pas. Moi, c'est pas le match d'aujourd'hui en tout cas qui me fait penser ça, parce qu'il n'y avait pas Mbolo et que Boadou, c'est pas une solution de toute façon, même s'il a marqué un petit but. C'est bien trop peu depuis son arrivée, et je pense qu'il faut s'en séparer cet été. Donc à voir le cas Ben Yedder, pas simple, mais on sait qu'on va perdre d'autres cadres, en tout cas qui sont censés être des cadres. Est-ce que vraiment on repart à zéro sur une page blanche, en se séparant également de Ben Yedder? On verra bien comment ça va se goupiller cet été. La compo, Damien, comme on l'a dit, beaucoup de changements. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette compo? Alors déjà, quand on l'a vu apparaître, on a vu les noms, on a un peu tiré la gueule, surtout quand tu voyais qu'il y avait quand même pas mal de bons joueurs sur le banc. Et puis après, quelle ne fut pas notre surprise quand on s'est rendu compte que c'était carrément un schéma avec piston et avec Diatta piston gauche. Oui, ça commence à se voir hein, qu'il aime beaucoup. C'est hallucinant. Comment lui peut passer autant c'est-à-dire que voilà, on t'annonce, t'as plein de changements et t'as un des mecs qui est un des plus mauvais joueurs de la saison qui lui passe encore entre les gouttes. Alors on va pas tout mélanger, il y avait eu son histoire qui était sortie, son altercation qui était sortie avec Clément. Ce qui n'a pas eu d'incidence sur la semaine précédente contre Montpellier, où c'était déjà annoncé qu'il allait être sur le banc des remplaçants. C'était pas du tout pour ces raisons-là, c'était pour d'autres raisons, ce qui ne l'a pas empêché de rentrer de toute façon à la mi-temps en plus. Oui. Mais c'est vrai que oui, effectivement, on se dit, bon, lui, il passe toujours entre les gouttes, et en plus, piston gauche. Piston gauche, alors que tu avais Jacobs. Alors, on n'est pas fan de Jacobs, hein, loin de là, mais Jacobs, on peut penser que ce poste justement de piston peut plutôt bien lui correspondre. Oui, mais seulement pour remplacer Golovin en cours de match. Oui, c'est la petite subtilité. Oui, mais quand il remplace Golovin, il joue même pas piston, il joue carrément ailier. Donc, mais bon, enfin effectivement, alors je sais pas, c'est peut-être que c'est les matchs de la Coupe du Monde de Diatta sur l'aile gauche qui ont dû le convaincre, je sais pas, non, j'en sais rien. Mais oui, en tout cas sur le reste, beaucoup de changements, donc avec un Caio Henrique qui était axe gauche. On avait Matsima dans l'axe, on rappelle Maripane absent, il avait contre Montpellier, il avait joué un peu blessé. Blessé, ouais, pas mal. Aux ischios. Non, ouais, un petit peu blessé. Il était d'ailleurs sorti assez tôt. Hein. Bon, il avait fait d'ailleurs une très mauvaise prestation à ce moment-là, mais bon, on peut comprendre du coup s'il était un peu diminué. Donc là, sa présence était vraiment très incertaine jusqu'au dernier moment. Il était dans le groupe, mais bon, finalement pas sur la feuille. Matazo qui prenait la place de Camara aussi au milieu de terrain. Pas de Ben Seguir. Pas de Kevin Volland, et donc Minamino et Boadou sur une ligne de 3 avec Alexander Golovin. Oui, c'était une compo vraiment très surprenante. Voilà. Je pense selon moi, je pense qu'il a voulu peut-être tenter un peu un électrochoc aussi, quoi, pour essayer de secouer un peu certains, bousculer un peu certains. Ouais, sortir certains titulaires qui avaient été, c'est vrai, un peu en dedans dernièrement, mais alors pourquoi toucher plus à Camara qu'à Fofana, Dissasi, qu'on sait sur le... En plus, c'est des joueurs qu'on sait sur le départ, alors que Camara, a priori, il n'y a pas de raison que lui s'en aille cet été. Oui, d'autant que si on regarde en plus la déclaration de Clément après Montpellier, quand il dit il y a peut-être des joueurs qui avaient un peu trop... qui s'ils veulent faire des bons transferts... Oui. Voilà. Et là, c'est difficile de ne pas penser justement aux deux joueurs que tu as cités, plus Caio Henrique dans le lot, qui semblait plutôt visé, a priori, par Clément, et ces trois-là, finalement, sont sur le terrain. Après, Caio, le truc, c'est que ça devient compliqué pour faire une défense. T'as pas Maripane, t'as pas Malang Sarr.
Pardon, répète, tu considérais toi? Vraiment, toi? Ça reste un défenseur, quoi, tu vois. Donc ça fait le nombre. Après, il aurait pu rester sur une défense à 4 et puis mettre Diatta le latéral gauche. Hein. On n'était plus à ça près de toute façon. Ce qu'on peut noter, c'est qu'à chaque fois qu'il fait jouer Matsima, en général, il les fait jouer dans une défense à 3, jamais dans une défense à 2 aussi. Je ne sais pas si c'est... est-ce que c'est lié? Est-ce qu'il considère que du coup, il joue pas, enfin, il n'a pas suffisamment confiance pour le laisser dans une défense à 2? Ça serait étonnant parce que moi je le trouve très, très confiant, ce joueur. Il nous apporte beaucoup de solidité défensive. Oh, en plus, il n'a pas fait un match catastrophique aujourd'hui. Non, il Donc a un voilà. peu spectateur sur le but d'Angers quand même. Oui, c'est vrai que par contre, il est sur le but. Ça vient ternir un petit peu tout ça. Mm. Après, pour le reste, bon, bah voilà, hein, tu l'as dit, les autres, c'était les titulaires habituels, mais d'un autre côté, on n'a pas non plus 150 choix. Donc, l'équipe avait pas mal tourné. Changement tactique majeur. Retour à la défense à 3 qu'on n'avait pas vu depuis un moment. On s'en rappelle, hein, à la mi-saison, c'était même une de nos questions. Est-ce qu'on verrait plus souvent le 4 ou la défense à 3? Au final, c'est la défense à 4 qui l'a assez largement emporté. Mais bon, là, peut-être que sur la fin, on va repasser à 3. On verra de toute façon dès la semaine prochaine face à Lille si c'était juste un coup d'essai ou si ça va perdurer, sachant que, comme tu l'as bien dit, Maripane ne sera toujours pas là. Donc, à voir si Clément va retenter ce schéma la semaine prochaine. La rencontre maintenant d'Amiens. La première mi-temps, donc plutôt à notre avantage. Comme tu le disais, on a vu des choses assez intéressantes en attaque, avec un Golovin qui était très clairement en jambes, un Minamino plutôt correct, en tout cas sur les 20-30 premières minutes. Un Boadou un peu plus compliqué par contre, parce qu'on les a vus beaucoup essayer de combiner, et techniquement c'était un petit peu le vilain petit canard quand même du trio offensif. Oui, bah c'est un joueur de surface, et encore que la surface, il a quand même pas mal de déchets. Je veux dire, je vois beaucoup de tomber sur Ben Yedder sur son manque d'efficacité, c'est vrai qu'il n'a pas été très efficace, mais enfin, l'efficacité de Ben Yedder comparée à celle de Boadou, bon, il y a quand même pas photo. Ça s'est vu sur la première période. On a Boadou qui a quand même raté pas mal de bonnes situations. Alors, pas forcément des grosses situations, mais voilà, c'est quelqu'un qui trouve pas forcément toujours le cadre, ou qui place pas forcément bien. Je pense notamment à la parade de Bernardoni à la 25e, où en fait il tire en force. Ouais, elle est. Alors, il est un peu un angle un peu fermé, donc je dis pas qu'elle est évidente, mais il la joue en force plus qu'il n'essaie de la placer peut-être, et du coup finalement elle est assez sur Bernardoni. Il faut les réflexes aussi pour l'arrêter, mais voilà. Oui, mais c'est vrai que sur cette première, il fait un arrêt plus impressionnant que vraiment compliqué. Après, c'est Bernardoni, on connaît, il aime bien faire la photo, comme on dit. Hein. C'est ça, c'est vrai. Mais voilà, c'est vrai qu'en tout cas, la première période, le début de match est plutôt encourageant, avec, comme je disais, des mouvements plutôt intéressants, notamment avec Vanderson qui repique pas mal dans l'axe pour essayer de rentrer un peu. Une complicité intéressante aussi avec Minamino. De l'autre côté, il y avait Golovin aussi qui faisait un peu de travail de sape également, alors avec un peu de déchets aussi quand même, mais voilà, les occasions, elles sont globalement pour Monaco dans la première période, et voilà. Pêle-mêle, il y a cette frappe de Boadou, il y a Minamino qui fait beau contrôle, mais qui quand même écrase quand même vachement sa frappe. Il y a Disasi également sur un corner, ou de Golovin ou de Caillou, là j'ai un doute, mais en tout cas où le ballon est plutôt sauvé par le défenseur, et Bernardoni semblait battu. Donc oui, tu te procures quand même quelques situations, et puis au final, la plus grosse occasion presque, elle va être Angevin d'Amiens. Et là, Nubel, la semaine dernière, que moi j'avais pas trouvé mauvais, alors au bout du bout, il en avait pris 4. Hein. Mais bon, on va dire qu'il avait retardé au maximum le 2-0, même si le 2-0 frappe au premier poteau, on pourra toujours discuter sur ça. Mais disons que jusqu'à 1-0, ça allait. Voilà, il avait fait un match correct, et à part le deuxième but, pas grand chose à lui reprocher. Et là, pour le coup, il sort un vrai super arrêt à bout portant, où il se jette bien dans les pieds.
un arrêt comme on lui a quasiment jamais vu faire au club. Ouais, devant Nian, c'est Matsima pour le coup qui tacle et qui prolonge le ballon en fait devant le but et Nian est à l'affût et tire reprend à bout portant et donc là on a Nubel qui pour le coup a bien anticipé et qui est déjà quasiment couché au sol et voilà qui s'interpose bien devant Nian. Donc ouais, c'est vraiment finalement la plus grosse occasion, elle est là en fin de compte. Ah oui, complètement. Et elle est angevine, ouais. Et là, on voit ce qui nous a beaucoup manqué quand même cette saison, à savoir soit une défense très solide, soit un gardien capable de faire l'arrêt qu'il faut au bon moment. Parce que c'est vrai qu'on est une équipe, j'ai pas l'impression qu'on concède tant d'occasions que ça, mais les équipes en face ont une réussite très forte parce que on laisse des très gros espaces quand on se rate, on fait pas ça à moitié, et puis parce qu'on a un gardien aussi qui est quasiment incapable de sortir des vrais arrêts. Là il nous en a fait un, c'est bien, mais un gardien du standing d'un club comme le nôtre, il aurait dû en faire une dizaine comme ça dans l'année, et il a dû en faire peut-être 3 quoi. Il y en a quand même 2-3 autres, mais oui, ou alors il les a fait quand ça servait plus à rien, quoi, éventuellement. Oui. Quand il y avait déjà 2 ou 3 dans la musette et que ou alors que le match était déjà un peu plié. Mais après, le schéma tactique a permis d'avoir une animation un peu plus un peu différente par moment. Alors, je trouvais des fois qu'il y avait une certaine concentration un peu sur certains côté gauche notamment. Ça, c'était pas toujours très clair par moment. Mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est que, ce que j'ai trouvé, surtout, c'était notre milieu de terrain, en tout cas les 2 milieux défensifs. Pas souvent bien placé, un peu trop hermétique, pas hermétique justement, un peu permissif, tu vois. Voilà, je trouvais que ça laissait un peu trop passer justement quand Angers contrait. Donc c'est surtout sur ça, je trouve qu'on n'a pas vraiment été autoritaire au milieu de terrain, on va dire. Non, on y reviendra sur les prestats individuels. Moi, j'ai trouvé quand même Fofana un peu mieux sur la seconde mi-temps, mais oui, c'est vrai que c'était quand même pas du très très grand Fofana, mais comme on le voit depuis maintenant quelques semaines, hein, il fait globalement une saison un peu décevante de par son statut. Et puis Monaco donc va ouvrir le score, Damien, et j'ai envie de dire par les 2 hommes forts de cette première mi-temps, hein, Vanderson à la passe, Golovin à la finition, une frappe sublime, pleine lucarne. On voit quand même techniquement c'est peut-être notre meilleur joueur, et même s'il le montre peut-être pas suffisamment de fois, ce but il est vraiment limpide et soyeux. Ouais, c'est-à-dire que comme on peut faire le reproche à Ben Yedder de ne pas le montrer dans les gros matchs, Golovin, c'est le même problème. Voilà, c'est sûr. On se rappelle que contre Leverkusen, il a disparu des écrans. C'est pas le seul, évidemment, mais c'est tout le symbole aussi du mal de cette équipe qui voit ses meilleures individualités lui faire défaut quand la compétition et le niveau s'élèvent. Donc oui, il marque un but sublime. Voilà, on sait qu'il est capable de ce genre de geste. En tout cas, ouais, sur le but, on voit encore un Vanderson qui rentre, plein axe, qui arrive du côté, qui rentre, contrôle, amorti de la poitrine. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. Donc on peut imaginer que c'était au menu de la réunion tactique de Philippe Clément hier. Parce qu'ils se disent vraiment des trucs dans cette réunion, c'est pas juste pour bouffer des petits fours. C'était menu B12. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Parce que je vois pas trop. Ou alors c'était peut-être la première fois qu'ils le faisaient, du coup. Ça expliquerait plein de choses. Ça, non, mais on a surpris l'adversaire. On va arrêter d'être méchant avec Fifi, de toute façon. On n'a plus que 4 matchs à le subir sur le banc. J'espère, en tout cas. C'est pour l'instant, tant qu'il n'est pas lâché par là-haut, c'est par là-haut qu'il tient, hein. C'est tout. Hein. Je sais bien. Tant qu'il n'est pas lâché là-haut. On rappelle que quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de podium, que quoi qu'il arrive, la Coupe de France a été scandaleuse, que l'Europa League, alors certes, tu te fais éliminer au tir au but, donc c'est pas beaucoup, mais toujours avec les mêmes problèmes. Donc surtout qu'on va avoir un gros turnover, donc autant recommencer à zéro avec un nouveau coach. Mais bon, tout ça, on en reparlera cet été. Mais oui.
Après, disons que là où lui peut avoir sa chance, c'est dans le sens où tu as effectivement un gros turnover de joueurs et que ça lui permette de repartir de zéro à lui aussi par rapport à ceux qui sont déjà là. Il va aller prendre tous ses potes là, on va se retrouver avec 8 Crépin Diatta sur le terrain, ça va être terrible. Peut-être qu'on fera un match nul face au PSG comme le Club Bruges. Putain, à chaque fois je dis le Cercle Bruges. Ah non, le Cercle c'est le nôtre. C'est notre club. Ils font une meilleure saison que la nôtre, hein, d'ailleurs, presque. Ouais, bah c'est bien pour eux, je t'avoue que je ne suis même pas. Ah, ils sont en play-off 2, donc ça peut. Ils ont gagné le premier match, je crois, il me semble. Donc ils peuvent être européens à la fin de saison. Eh ben tant mieux pour eux. Tant mieux. La deuxième mi-temps, Damien, bien moins bonne, hein, globalement. On l'a quasiment subi de A à Z. Et quand il y a ce deuxième but de Boadou, il fait vraiment du bien parce que les Angevins commençaient vraiment à se montrer dangereux, ou en tout cas à camper dans notre camp. Et c'est un bon pressing. C'est Matarazzo qui doit presser fort sur la récup. Vu la zone du terrain, je dirais que c'est lui, mais c'est peut-être Crépin. Bon, voilà. Et après, c'est Fofana qui fait le bon déboulé, qui fait le bon geste, la passe dans le bon tempo. Pour le coup, il en a quand même chez quelques-unes, hein, des passes comme ça en zone haute où il a tendance à en mettre un petit peu trop. Ouais, c'est Matarazzo. Ouais. À en mettre un petit peu trop. Et bon, là, il la donne bien à Boadou, qui fait le contrôle et qui bat Bernardoni plat du pied. Il fait beaucoup de bien ce but, mais c'est un peu le seul rayon de soleil de cette deuxième mi-temps où Monaco va quand même globalement subir quasiment de A à Z la furia de la bête angevine, la dalle angevine qui a 13 points, hein, c'est ça? Ils sont partis toujours pour battre le record 14. de Lens. Ah, ils en ont 14. Ouais. On rappelle que le record, c'est 17 points. Alors, avec la victoire à 3 points. Hein. C'est 17 points, Lens 89, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, ils sont toujours partis pour... Ils sont partis pour battre aussi le record du nombre de défaites, je crois, qui était à 27 ou 28 par 3. C'était la 26. Voilà. Donc, sur 4 matchs restants, c'est jouable. Donc on est je pense qu'on est sur dans le top 3 des pires équipes de l'histoire du championnat, je pense. Ouais, tu dois avoir du Arles-Avignon. Le Lens 3 de l'époque. Tu avais le CA Paris, je crois, qui avait pris le plus grand nombre de buts, ou le plus grand. Non, ou qui avait le plus grand nombre de défaites consécutives battues par Angers. Enfin, ils ont le record de défaites consécutives, 13, 21 matchs aussi sans victoire. Bon, on est allez, top 5 si on veut, mais je pense qu'ils sont pas 5e, comme on dit. Donc, c'est clair. Oui, on est sur une des pires équipes de Ligue 1, mais une équipe dont la relégation a été officialisée la semaine dernière, qui joue aussi un petit peu sans pression, juste avec l'idée de profiter peut-être de ces derniers matchs et de jouer un peu avec l'orgueil, la fierté, pour pas être passé trop ridicule, même si c'était un petit peu tard pour ça, mais une équipe qui a quand même aussi mené la vie dure à Lille, hein, il y a 2-3 semaines, je sais plus, ils avaient réussi à les battre, donc c'était pas non plus du tout cuit, et d'ailleurs on l'a vu, c'est-à-dire que dès qu'on a commencé à se relâcher et dès qu'on a arrêté de jouer en seconde période, eux sont un petit peu sortis. Alors ils ont été timides, les occasions sont pas énormes, ils réduisent quand même la marque, mais c'est vrai que c'est une équipe qui, si on lui laisse aussi un peu trop de marge de manœuvre, c'est une équipe qui est capable aussi quand même de marquer des buts. Voilà, elle va pas forcément te punir sur chaque situation, mais voilà. Donc le deuxième but était vraiment vraiment indispensable pour se mettre à l'abri. Alors voilà, contre Angers, tu sais que 2 ça peut suffire. Tu sais que contre Strasbourg, il en faut 4. Tu sais que contre d'autres équipes, il en faut minimum 3 pour que ça passe. Contre Angers, 2, c'est suffisant. 2 contre les autres, ça suffit pas. Mais donc voilà, franchement, il n'y a pas grand-chose à retenir de cette seconde période. Hein. On a été plus en difficulté et on s'est recroquevillé dans notre camp en attendant que ça passe, on va dire. C'est franchement... Non, la deuxième période, elle est...
Oui. elle est finalement assez classique dans ce qu'on a montré cette saison et il y a rien à en sauver, je crois. Ouais, bon, il va y avoir pas mal de changements effectués, hein. Il fait rentrer ses 5 joueurs, dont 2 en toute fin de rencontre. Il y a Ben Seguir qui va rentrer, Jacobs, Folland, Camara et il m'en manque un. Diop. Diop. Donc voilà, c'était les 5 auxquels on pouvait s'attendre, mais bon, ça n'a pas apporté grand-chose. En tout cas, on n'a pas vu de grosses différences. Mais c'est vrai que Angers s'est pas non plus montré très très dangereux. Ils ont été plutôt chez nous, ils ont eu le ballon, mais je n'ai pas souvenir d'un Nubel vraiment décisif. Il s'est contenté de faire quelques sorties aériennes quand il le fallait. Mais bon, il n'a rien eu non plus à faire de particulier. On a réussi aussi à contrer quand même pas mal de leurs frappes et pas mal de leurs centres, que ce soit Matsima, Disasi, qui se sont bien jetés avec des tacles incisifs. Mais voilà, ça, du coup, les frappes sont rarement allées jusqu'à notre gardien de but. Et donc Monaco s'impose 2-1. Monaco, voilà, fait quand même la bonne opération, même si, voilà, on le sait, hein, cette fin de saison, elle est plus que morose. Mais bon, il faut quand même faire le tout pour garder cette 4e place, pour aller en Europa League. On sait au moins cet été, on n'aura pas ce problème de tour préliminaire, barrage pour la Ligue des Champions, à moins que la Juve ou la Roma ne gagne l'Europa League et soit qualifiée vers leur championnat, parce qu'avec le cul qu'on a, ça va être l'année où la 3e place est directement qualificative. Hein. Mais bon, j'ai pas encore jeté un œil, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut qu'on ait là. Je crois que ça se joue entre la Juve et la Roma, mais j'ai l'impression que la Roma, ils ont plus l'air d'être dans le coup. La Juve, ils ont encore une pénalité qui risque de tomber. Enfin, c'est ça. Donc dans tous les, oui, mais le truc c'est que a priori Naples, les 2 Milan et peut-être la Roma, la Juve actuellement est 2e, mais parce qu'on leur a remis leurs 15 points, donc s'ils les reperdent, du coup ils en sortent. Donc peut-être que la Roma peut être dans les 4, mais de toute façon, on le voit arriver gros comme une maison. Hein. C'est le FC Séville qui va finir 15e de la Liga, qui va remporter sa 7e ils sont Europa remontés, League. Hein. Ils sont 11e là, je crois. Ouais, ils sont remontés, super. Ouais, super. Mais ils vont remporter leur 7e Europa League en 15 ans. C'est un truc de dingue. Dans l'équipe, il y avait un petit entrefilet en mode Séville se remet à recroire à l'Europe, parce qu'ils sont à 8 points du Betis, 6e. Ça fait beaucoup quand même, 8 points. C'est beaucoup. Après, il reste à peu près autant de journées en Espagne. Hein, donc, Mais après, le Betis 6e, c'est la Conference League, quoi. C'est pas la. Oui, en plus. C'est pas la Ligue Europa. Non, mais Séville, ils vont aller en C1 parce qu'ils vont gagner l'Europa League. C'est tellement habituel qu'on n'est même plus étonné. Et puis sur un but d'Ocampos, ça fera plaisir à Boris. Comme ça. Et à moi. Ouais, et à toi aussi. Ouais. Donc voilà, Monaco s'impose. On va maintenant pouvoir passer au prestat individuel. On va commencer par les tops. Le tien, Damien, c'est notre piston du jour, piston droit, le Brésilien Wanderson. Pistonné, hein, du coup. Bah oui, Wanderson, à l'aise techniquement. Je l'ai trouvé vraiment intéressant dans ses combinaisons sur le côté droit avec Minamino notamment. Donc je trouve qu'il a vraiment beaucoup apporté offensivement et c'était assez plaisant de le voir évoluer sur son côté droit. Alors après, par contre, il a eu une deuxième mi-temps beaucoup plus difficile, notamment sur le but au départ de l'action qui donne la touche. Il se fait un petit peu bousculer, par exemple. Il y a quelques situations où c'est vrai qu'il est un peu moins, où il a eu un peu plus de mal dans l'aspect défensif. Mais bon, là, je retiens surtout sa bonne première période quand Monaco a été plutôt bon dans le jeu, offensivement, en tout cas dans l'animation plus intéressant. Bah, il y a grandement pris part aussi. Voilà, c'était mon petit top. Ouais, j'étais assez d'accord. Moi, j'ai mis Golovin aussi, mais c'est un peu pour les mêmes raisons. Hein. La première mi-temps est vraiment pas mal, et puis par contre en deuxième, il s'est lui aussi un peu plus effacé au fil du temps. Il y a ce but quand même magnifique qui compte, hein, parce que il nous permet d'empocher les 3 points, en tout cas en partie. Donc voilà, plutôt une bonne prestation du Russe, qui est important quand même pour l'équipe quand il est à ce niveau-là. Il fait grand bien, même si c'est vrai que sa deuxième partie de saison est pas aussi bonne que ne l'avait été la première. Ça sera une petite déception, mais bon, après, on verra quand on fera les
quand on fera les Oscars, hein, mais si tu lisses la saison, bah, ça reste quand même un de nos meilleurs éléments. Est-ce que ça sera le meilleur? Ça, on verra, mais il sera de toute façon, je pense, à la discussion pour le trophée du meilleur joueur. Les flops maintenant, Damien, je sais plus sur qui t'es parti. Fofana. Oui, c'est ça. Donc Fofana. Voilà. Ouais, Fofana, alors passeur décisif sur le deuxième but, mais c'est à peu près tout ce que je retiens de son match, en réalité, de positif. Parce que, comme je te disais, en première période, voilà, je trouvais qu'on avait un milieu de terrain qui était trop facilement effacé, et notamment lui qui perdait pas mal de ballons, pas toujours très précis. Je l'ai vu souvent un peu pris au duel, j'ai pas senti une grande implication de sa part. Alors c'est un peu récurrent sur ces dernières semaines, hein. On sent qu'il a la tête ailleurs, même s'il va nous faire croire que c'est le dernier à penser à son avenir. Ben voyons, on y croit. Mais voilà. Bon, après, en termes de masterclass de langue de bois, on a eu Myron Boadou à la fin du match sur Ben Yedder. Hein. Ça, c'était quand même. C'était splendide. C'était assez marrant. Ouais. Il manquait plus qu'un qui êtes-vous, monsieur, et on avait la totale. Ouais, non, Fofana, voilà, je l'ai trouvé un peu dans l'engagement, je l'ai trouvé un peu dépassé, honnêtement. Et j'ai pas du tout aimé son match avec pas mal de pertes de balles et d'imprécisions techniques, même un peu dans l'attitude, des fois, souvent tendance à lever les bras. Non, j'ai vraiment, dans l'attitude comme dans le reste, j'ai pas aimé. Ouais, j'ai pas été fan de son match, pour ça, de toute façon, je l'aurais clairement pas mis top, mais je trouve que sa fin de rencontre est plutôt pas mal, qu'il a quand même fait un peu de bien sur la fin, il a apporté un peu d'intensité, donc je le trouve un peu dur. Maintenant, oui, c'est pas non plus une grande prestation, ça, on est assez d'accord. Moi, de mon côté, ça sera Crépin, hein, Crépin Diatta. Alors, il n'était pas à sa place, hein, piston gauche, alors c'est vrai que c'est très inhabituel, parce qu'on était quand même très habitué à le voir à droite, et plutôt ailier droit en plus. Il n'a pas apporté grand chose, hein. Il n'est pas à l'aise techniquement, il est plutôt rapide certes, mais comme il est incapable d'éliminer un joueur avec un dribble, c'est compliqué. Il a fait un débordement, je l'ai en mémoire, mais le centre était pas bon. Donc c'est un poids mort dans cette équipe. Voilà, il se donne beaucoup, il doit certainement avoir des statistiques en kilomètres parcourus sympas. Il vient aider défensivement, mais c'est trop peu pour un joueur qu'on a trop vu, surtout. Donc, et je comprends toujours pas comment il fait pour passer au travers des gouttes de ses prestations catastrophiques. Il continue d'être titulaire à quasiment tous les matchs. Et là, c'était en plus un poste non habituel pour lui. Donc, c'est comme ça. On vit avec Crépin titulaire jusqu'à la fin de saison. Et puis, comme beaucoup d'autres, on verra comment ça va se passer pour cet été. Le reste des prestats individuels maintenant, Damien Nubel. Nubel qui n'est pas un flop, une fois n'est pas coutume, dernièrement. Bon, oui. Il fait cet arrêt exceptionnel qui nous permet de maintenir le 0-0. Ouais, sur le but, la tête est aussi à bout portant. Ouais, je sais pas s'il peut vraiment la prendre, j'en sais rien. J'attends de voir un vrai gardien dans nos cages pour savoir si on s'est fait matrixer pendant 2 ans, on va plus savoir ce que ça devait être un gardien qui fait des arrêts ou qui peut rien faire vraiment sur une situation. On a perdu tous nos repères avec ce gardien-là. Ouais, et puis en plus avant on avait eu Lecomte qui avait été peut-être un peu mieux quand même sur la totalité, mais qui nous avait fait aussi des débuts catastrophiques. Donc c'est vrai que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu de. Ça remonte à Souba, hein, et encore pas la fin de Souba, hein, Souba 2017 quoi. On avait aujourd'hui les 2 pires gardiens en termes de notation, de note moyenne de l'équipe, hein, sur le terrain aujourd'hui, hein, sur la saison. Ouais, je tiens à le dire. Oui. Mais après, Bernardoni, tu peux te dire, il joue à Angers à 14 points. Bon, a priori, je suppose que toutes les notes sont pas terribles. Nous, on est quand même 4e. Global. On a quand même pas la même équipe, quoi. Donc c'est plus inquiétant. Mais bon, bref. Voilà, donc Nubel, voilà, pas
pas une mauvaise prestation pour lui aujourd'hui. La charnière centrale, donc c'était une charnière à 3, donc du coup je suis emmerdé. Mais non, parce que c'est pas grave. Mais on va faire donc Dizazi. Dizazi donc qui était axe droit. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à retenir de son match? Bah écoute, moi il aurait pu marquer 2 fois. Quand même. Oui, il a une belle occasion. Je t'en ai parlé sur un corner qui est renvoyé par Nian. Après, c'est vrai qu'il y a en deuxième mi-temps aussi, sur le coup franc de Caio, il a quand même une reprise de volée qui est techniquement pas simple, a fortiori pour un défenseur central, mais il y a moyen de faire mieux, quoi. Mais ouais, sinon après j'ai quand même noté quelques bons jaillissements de sa part. Il n'a pas hésité à se projeter par moment. Bon, après dans le duel, ça a été correct sans être extraordinaire. Il n'y a pas grand-chose en fait parce que c'est pas forcément lui qui a fait le plus d'interceptions, de dégagements ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est un match assez neutre, quoi, on va dire. Matsima, je vais le faire et je n'ai pas l'illustration de Matsima, donc il est sur le but, donc forcément ça vient ternir un peu sa prestation. Sinon je l'ai pas trouvé mauvais. Il est quand même plutôt allé au duel, il a coupé pas mal de centres. C'est pas un grand match, mais bon, au moins il a eu le mérite de pas trop nous coûter aujourd'hui. Donc voilà, c'est plutôt une prestation correcte pour un joueur qu'on aurait de toute façon pas dû faire revenir à la mi-saison. Caio Henrique, qui était un poste un peu plus inhabituel également pour lui, parce que dans cette défense à 3, il occupait le poste de défenseur central gauche, on va dire. Donc vraiment là, cantonné dans un rôle défensif, alors qu'on sait que c'est pas forcément son point fort et qu'il est quand même un peu plus à l'aise et un peu plus en vue quand il s'agit de déborder, de centrer. Donc il a eu les coups de pied arrêtés pour se faire plaisir, mais dans le jeu courant, on l'a peu vu aux avant-postes. Ouais. Non, c'est clairement pas ce qui lui était demandé. Hein. Il y avait Diatta pour ça aujourd'hui, du coup. Ça allait alors. Tout va bien. Quand t'as Diatta devant toi, t'as pas besoin de participer au jeu offensif. Hein. Non, mais c'est vrai que là, pour l'occurrence, je pense que c'était vraiment pas ce qu'on attendait de lui. Non. Donc c'est un match, c'est un match où il a été sérieux défensivement. Il n'a pas été mis en trop grande difficulté. Je crois que c'était Tube qui était plus ou moins dans sa zone. Donc voilà, il a plutôt bien contenu, j'ai trouvé. Voilà, un match sérieux, un match correct aussi défensivement. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai retenu. Matarazzo, donc, qui formait la paire de défensifs avec Fofana. Matarazzo, moi j'ai un petit peu abandonné l'idée que ça allait vraiment devenir un joueur de grande qualité. On avait vu des bonnes choses. Alors il est toujours jeune, mais il commence à avoir quand même une certaine expérience et globalement il enchaîne plutôt les déceptions. C'est pour ça qu'on l'a également pas trop vu cette année. Il était titulaire contre une faible équipe. Et il n'a pas non plus su se montrer au-dessus du milieu de terrain angevin. C'est pas mauvais, encore une fois, mais vu l'adversité, c'est du coup un match assez insuffisant. Il est sorti vers l'heure de jeu, du coup, je pense, quand il se fait remplacer par le titulaire habituel, Camara. Il n'a pas marqué de points et je continue de me demander si vraiment il faut qu'on continue avec ce jeune joueur ou si sa marge de progression, en fait, elle est déjà atteinte, tout simplement. Pour les joueurs offensifs, oui, il va nous rester Minamino et l'attaquant de pointe, évidemment. Mais Minamino, Damien, c'était une des surprises de revoir Monsieur Coupe d'Europe titulaire en championnat. Ouais, c'est le propre des joueurs plus que moyen d'être surnommé Monsieur Coupe d'Europe. On se rappelle de l'inénarrable Nabil Dirar. Monsieur Ligue des Champions. N'empêche que Monsieur Ligue des Champions, il faisait du bien en Ligue des Champions, ok. C'est vrai que Monsieur Ligue des Champions, aujourd'hui, il ferait pas tâche dans cette équipe. Alors ça, c'est sûr. C'est quand même c'est assez symbolique de. Non, bref. Il est champion de France. Bravo à lui. Non, mais c'est vrai. Écoute, Minamino, j'ai trouvé que il a fait une première période aussi encourageante.
Tout n'était pas réussi, mais lui, dans l'engagement, il a clairement répondu présent déjà, ça c'est un premier point. Et surtout, voilà, comme je disais, j'avais pas mal souligné Vanderson, mais voilà, dans la complicité technique, bah, souvent il faut être à plusieurs aussi, et je trouve qu'il a répondu présent aussi sur cet aspect-là avec Vanderson. Ça jouait en remise, en 1-2. Donc il était assez présent lui aussi pour faire ce travail-là. Il a réussi à se mettre en position de frappe à plusieurs reprises. En plus, on voit que c'est un joueur qui n'a pas peur de tenter sa chance dès qu'il peut. Alors, pas voilà, forcément toujours avec beaucoup de réussite, mais en tout cas, voilà, il a quand même fait le travail en première période. C'est après en deuxième période, par contre, qu'on l'a plus vu du tout, qu'il a complètement disparu. Alors, bon, à l'image de toute l'équipe, hein, mais lui en particulier. Ouais. Et enfin, Boadou, buteur, le 2-1, troisième but de la saison. Moi, je me rappelle de son but face à Montpellier. Après, l'autre, je me rappelle plus contre qui il est. Mais bon, voilà, buteur, bah, tant mieux, hein. Tant mieux pour nous, tant mieux pour lui, mais bon, pas une prestation marquante non plus. Non, non, non. Après, il apporte, on va dire, autre chose. Alors bon, pour moi, c'est un joueur, voilà, clairement, comme je disais tout à l'heure, de surface, pas un joueur que tu peux vraiment utiliser dans le jeu parce que dans l'apport, il n'y est pas. Enfin, c'est beaucoup trop imprécis sur le plan technique pour que ça puisse être vraiment utile. Mais voilà, il est resté bien en pointe. Du coup, il n'a pas décroché. Parce que c'est voilà, pour le coup, un Ben Yedder a plus tendance à essayer de chercher à descendre, à redescendre qu'un Boadou. Boadou, lui, il est resté beaucoup plus en pointe. Il n'a pas forcément beaucoup existé, hein, face aux trois défenseurs aussi angevins. Mais voilà, il a été bien placé au bon endroit, au bon moment, quand Fofana a remisé sur lui. Et son enchaînement était propre. C'était pas gagné. Ouais, c'est vrai, l'enchaînement était propre. Le premier entrant Camara, titulaire habituel, beaucoup d'envie dans les duels. Je crois qu'il a pris un jaune. En tout cas, il a fait une grosse faute à un moment là sur le côté quand il y avait lutte avec Ben Taleb, ça. Ou Abdelli, je sais plus. Je crois que c'était ça. Ou Bon, Ben voilà. Taleb, ouais. Pas grand chose à dire. De toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Les entrants m'ont pas particulièrement marqué, que ce soit en négatif ou en positif, d'ailleurs. Ouais, on peut dire que Diop déjà ne pique pas les yeux, ce qui est un bon signe. Pas mal, celle-là. C'est Pierre qui te l'avait envoyé en MP ou... Non, même pas. Non. Je suis capable de trouver mes blagues de merde tout seul. Ton petit chouchou Edan Diop, justement, Ouais. Ben moi je l'ai pas vu en fait. En fait, j'avais même oublié qu'il était rentré. Non, mais on n'a rien vu, hein. Pareil. Oui. Faudrait, enfin, en tout cas, disons qu'il faudrait re-regarder avec plus de précision, vraiment à froid, pour essayer de vraiment en tirer quelque chose. Mais sur le moment, non, il y a rien de notable à ressortir de sa prestation. Tout comme Ben Seguir, hein, ça c'était les deux jeunes qui étaient rentrés à la 78e minute. Il y a eu forcément quelques ballons touchés. On voit que techniquement c'est un beau joueur, c'est un bon joueur. Lui, pour le coup, j'ai vraiment envie d'y croire pour le futur. Je pense qu'on peut construire quelque chose, pas encore autour de lui, mais je pense qu'à terme, on pourra construire quelque chose autour de lui. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est une des bonnes choses de cette saison au milieu du marasme global. Il y a eu cette éclosion de ce jeune joueur prometteur, et surtout qui a plutôt confirmé, quoi. Il n'y a pas eu qu'un match au milieu de 10 médiocres. Globalement, ça a été souvent bon, de temps en temps très bon et très rarement médiocre. Donc ouais, Ben Seguir, il y a vraiment de quoi être positif pour ce joueur. Et enfin, bon, les derniers changements, c'était Jacobs, Voland, 88e. Voland qui est rentré 5 minutes. Il a eu certainement eu le temps de faire 3-4 fautes. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime, hein. C'est son style de jeu. Il aime bien. Et Jacobs, qui a remplacé Golovin, évidemment. Parce que c'est son poste aussi.
il faut croire. Mais pas grand-chose à dire, voilà. Monaco, l'important, Monaco ramène les 3 points d'Angers. Pourtant, c'est jamais facile d'aller à Angers, Damien. Alors du coup, statistiquement, en vérité, ça va. oui, parce que c'est ce qu'il disait avant le match, qu'on avait perdu qu'un de nos 13 rencontres. Alors, c'était domicile et extérieur confondus. Oui, voilà. Moi, je l'ai fait, du coup, le vrai extérieur, toute l'histoire, c'est 7, avant le match, c'était 7 victoires Angers, 7 victoires Monaco et 12 matchs nuls. Voilà. Mais avec une invincibilité de 6 matchs, qui est donc maintenant portée à 7 et qui va rester à 7, puisque l'an prochain, Angers sera en Ligue 2. Mais oui. En fait, la seule fois où on a perdu depuis qu'ils sont remontés, c'est la saison 2015-2016, où on prend le fameux 3-0 avec le maillot d'entraînement. Donc c'est cette saison-là en fait, c'est le seul match qu'on perd depuis qu'ils sont remontés en fait, et après il y a eu des matchs nuls. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu des matchs nuls où tu sentais que c'était toujours des matchs un peu serrés parce que voilà, Stéphane Moulin, ça rigole zéro quoi avec la défense, avec le bloc défensif. Donc du coup c'était toujours des matchs un peu chiants à jouer, d'où le petit gimmick jamais facile d'aller en Angers, même si dans les faits en fait récemment on s'en est quand même plutôt toujours bien tiré sur les dernières saisons. Ouais, on se rappelle, mais c'est vrai que c'était, parce qu'on se rappelle de ce match l'année du titre, c'était vers la 33-34e où on en avait chié pour gagner 1-0. On le rappelle, passe décisive de Dirard. Voilà, monsieur. Non, mais ça me permet de le reglisser quand même comme ça. Pour Falcao, alors, est-ce que est-ce que tu places Nabil Dirard avant Alexander Golovin dans l'échelle des meilleurs joueurs, en tout cas des joueurs les plus impactants pour Monaco? Vrai débat. Oui. Oh oui, si. Oui, sans problème. Mais parce qu'il n'a pas joué non plus avec les mêmes joueurs autour de lui. Mais Dirard, quand même, c'est la montée de Ligue 2, c'est 2 beaux parcours en Ligue des Champions, c'est un titre de champion de France, des finales de coupe. Non, après, individuellement, quel est le meilleur joueur? Je pense que c'est quand même plutôt Golovin. Mais si tu me demandes de faire un petit mix de tout, Dirard, il est forcément plus important. Et en plus, c'était quand même le 13e homme, 14e homme de la saison du titre, derrière Moutinho et Germain, qui étaient les 12 et 13, quoi, on va dire. Un ancien du Club Bruges, Nabil Dirard, on le rappelle. Oui. Bon, il n'a pas connu Philippe Clément, mais... Non. Peut-être non, il a joué... non, je pense pas quand même en tant que joueur, mais... mais voilà, on a encore un ancien du Club Bruges qu'il a fallu supporter. C'est ça. En tout cas, voilà, Monaco s'impose 2-1. Monaco se met de nouveau dans une situation favorable pour finir 4e. Le prochain match, c'est dimanche prochain à 17h05. Monaco accueille Louis de Lille. Voilà, c'est une finale, comme on dit. Voilà, donc on va perdre. Donc c'est une finale. Il n'y a pas de raison. On se rappelle du match aller qui avait été quand même très très disputé. 4-3, on avait fini par craquer. Voilà, bon, je pense que ça va être un peu... J'ose imaginer que ça va être un peu le même genre de match parce que très clairement... Voilà, c'est 2 équipes qui ferment pas beaucoup le jeu, qui essaient de contre-attaquer vite, qui marquent pas mal, mais qui encaissent en même temps beaucoup de buts. Donc il y a tout, j'imagine, pour faire un match spectaculaire. Encore. On verra. En tout cas, ça sera sans Ben Yedder, ça sera sans Maripane. Donc à voir comment s'articule le reste de l'équipe, à voir, je sais pas, Mbolo, non, c'est porté disparu jusqu'à la fin de saison. Non, je pense qu'il reprendra d'ici avant, mais pour Lille, je sais pas. Ok. Bon, on verra. En tout cas, ça sera peut-être l'occasion pour nous de vous proposer un débrief. Pas pour moi, ça c'est sûr. Oui, déjà pas pour toi, et moi je sais pas s'il y a quelque chose d'autre dimanche prochain à cette heure-là. En tout cas, merci Damien de m'avoir accompagné. On se retrouve donc la semaine prochaine, peut-être pour ce débrief. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.